Pour continuer cette quotidienne, on va revenir sur la disparition de Tiphaine Véron. Ce nom vous dit forcément quelque chose puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises. Et désormais, cette disparition de Tiphaine Véron est remontée au plus haut sommet de l'État puisque le président de la République en personne a décidé de se saisir de ce dossier cet été. Alors, Tiphaine Véron, c'est cette jeune femme disparue au Japon depuis 4 ans. Souvenez-vous, en 2013, Tiphaine se rend pour la toute première fois au Japon et à son retour, l'auxiliaire de vie scolaire est comblée. Elle est tombée amoureuse du pays et de sa culture. Sans perdre de temps, elle prépare donc son second voyage prévu en 2018. Et pendant 6 mois, elle va rédiger minutieusement son programme pour ces 3 semaines de périple. Le 27 juillet, elle atterrit à Tokyo où elle passe une première nuit. Le lendemain, la jeune femme se rend à Nikko. C'est une petite ville en pleine nature à 150 km de la capitale. Sa famille est prévenue par SMS à chaque étape de son voyage. Le dimanche matin, Tiphaine prend donc son petit déjeuner à son hôtel au Japon, un hôtel niché au cœur des montagnes. Et là, elle va croiser un couple de touristes allemands. Elle discute de son programme avec eux pour la journée. Sur le coup de 10 heures, le gérant de l'hôtel croise la jeune femme, il la salue, lui dit de faire attention à elle. Mais le lundi soir, Tiphaine ne se présente pas pour rendre les clés de sa chambre. Inquiet de ne pas avoir la touriste française, le gérant de l'hôtel interpelle des policiers en patrouille et leur explique qu'une de ses clientes a disparu. Et quelques jours plus tard, la famille de Tiphaine reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, l'ambassade de France au Japon leur annonce la disparition de la jeune femme. Pour la famille de Tiphaine, c'est le début d'un cauchemar. Son frère sera avec nous dans un instant. Auparavant, le rappel des faits. Nous sommes à Poitiers, dans l'ouest de la France. C'est ici que vit Tiphaine Véron, une auxiliaire de vie scolaire, âgée de 36 ans. Cette jeune femme, pétillante, très proche de sa famille, est une passionnée d'art et d'histoire. Victime de crises d'épilepsie, depuis qu'elle a 20 ans, Tiphaine s'est souvent privée de nombreux événements. Mais grâce à un traitement, elle se sent enfin libre. Et passionnée par la culture japonaise, elle entreprend son premier voyage au Japon. La jeune femme revient enchantée de la découverte de ce pays et souhaite y retourner dès que possible. En 2018, son rêve se réalise enfin. Tiphaine prépare son prochain séjour et tout est planifié à l'avance. Elle connaît son itinéraire sur le bout des doigts. Et c'était pas un voyage à la légère, c'est un voyage organisé depuis des mois. Elle a fait un roadbook méticuleux, précis, détaillé de tout ce qu'elle allait voir et fait à la perfection. Le 27 juillet, elle s'envole pour 3 semaines dans son pays de cœur. Mais le rêve va tourner au cauchemar. À peine arrivée au Japon, Tiphaine envoie ses premières photos de vacances à ses proches. À son arrivée à Tokyo, elle nous a dit que tout allait bien. Elle nous a envoyé des vidéos, des photos. Elle était gaie, enthousiaste, ravie. Et après une première nuit passée à Tokyo, elle est ravie de rejoindre Nikko, une petite ville touristique nichée en pleine nature, à 150 km de la capitale. Vers 16 heures, la jeune femme atteint enfin son hôtel. Un petit établissement entre les montagnes, pour 2 nuits. Le dimanche, à son réveil, elle rencontre un couple de touristes allemands au petit déjeuner. Et elle leur explique qu'elle prévoit de visiter les temples de Nikko, ainsi que les musées, dans la journée. Le lendemain, Tiphaine doit rendre sa chambre. Mais le gérant de l'hôtel s'inquiète. Les heures passent et Tiphaine ne se présente pas pour rendre les clés. L'homme prévient alors la police. Tiphaine semble avoir complètement disparu. Pire encore, sa propre famille n'arrive plus à la joindre. Et quelques jours plus tard, c'est le choc. Ses proches reçoivent un appel de l'ambassade de France au Japon. On les informe alors de la situation. Immédiatement, les frères et sœurs de la disparue décident de se rendre sur place.
Est-ce que je peux lui laisser ça? Ouais, ah non, on va t'assister. Là, on va peut-être récolter peu d'informations en faisant ça, mais c'est toujours mieux que rien. On croise vraiment les doigts pour cette distribution de prêt qui porte vraiment ses fruits, parce que là, on est vraiment dans le noir pour l'instant. Et dès leur arrivée, ils organisent des battues avec des bénévoles dans l'espoir de retrouver la trace de Tiphaine. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Et alors qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, la police scientifique inspecte la chambre de la jeune femme. Damien, son frère, est présent. Les enquêteurs recouvrent alors la pièce de luminol, un révélateur de traces de sang. Et stupeur, d'importantes éclaboussures apparaissent sur le mur et sur le lit. Damien est sidéré. Mais alors qu'il est persuadé qu'il s'agit de sang, les experts évoquent de leur côté une simple réaction chimique sans importance. À l'issue de cette inspection, il conclut même à une simple disparition accidentelle. Pourtant, tous les papiers de Tiphaine sont bien dans la chambre. Pour ses proches, il est donc impossible qu'elle ait disparu ainsi. Ils sont désormais certains qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Et très vite, un témoignage les interpelle. 2 touristes leur parlent de la présence de faux guides. Elles expliquent à la famille de Tiphaine que lors d'une visite d'un petit cimetière à Nikko, elles se sont retrouvées cernées par 2 hommes à l'attitude inquiétante. Et ce fameux cimetière faisait partie des visites prévues par Tiphaine. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le frère de Tiphaine et on va faire le point avec vous sur cette enquête. Et on le disait, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a pris les choses en main cet été et on verra tout à l'heure comment les choses peuvent avancer dans les jours qui viennent. D'abord, je voudrais qu'on évoque les différentes hypothèses au fond qui ont été envisagées. Alors, il y a eu l'hypothèse de la chute lors de sa promenade, parce que je crois qu'il y a un typhon qui arrivait justement sur le Japon. Cette hypothèse, aujourd'hui, elle est totalement écartée. On peut le dire, oui, tout à fait, vous avez raison. Lorsqu'on est arrivé, donc très rapidement, lorsqu'on a appris que Tiphaine avait disparu, les Japonais nous ont expliqué, un typhon a traversé Nikko, on ne retrouve rien, donc probablement Tiphaine est tombée dans la rivière. Le typhon explique justement que le corps ne peut pas être retrouvé. Or, ça a été notre travail, d'ailleurs c'est bien expliqué dans le sujet, c'était de faire des recherches pour essayer de la retrouver, sauf qu'on n'a rien trouvé, mais surtout on a eu des données très importantes, d'abord des Japonais qui montraient qu'il n'y avait pas eu de typhon, et donc en fait que le cours d'eau était à un niveau normal, ce qui fait que logiquement, si elle était tombée, on aurait retrouvé son corps. Mais attendez, je comprends pas. Les policiers vous disent qu'il y a eu un typhon, et en fait, il n'y a pas eu de typhon? Alors il a fallu du temps pour qu'on ait des éléments factuels. Mais pourquoi ils vous parlent d'un typhon alors? Vous avez raison. Parce que c'est une manière... on s'est heurté en fait à un choc de culture. Au Japon, déjà, ils ne recherchent pas forcément leurs disparus. Donc c'était compliqué pour eux de faire des recherches, même si on leur demandait. Donc très rapidement, comme ils expliquaient qu'on ne retrouvait pas son corps, si vous voulez... expliquer qu'il y a un typhon et que le corps n'était pas retrouvé, c'était un petit peu une piste de confort. Et puis, surtout au Japon, quand vous avez des policiers ou des gens officiels qui annoncent une piste, elle n'est pas forcément contestée. Alors qu'en France, nous, on aurait dit, mais attendez, cherchez, est-ce que vous avez des éléments factuels qui permettent de démontrer ça? Ce qu'on a fait. Donc on a eu des éléments. C'est important ce que vous dites, ce problème de culture, parce que vous êtes vraiment heurté à un problème de culture avec la police japonaise, parce que là-bas, en France aussi, on a le droit de disparaître si on veut, mais là-bas, c'est presque culturel, ça s'appelle les évaporés, je crois d'ailleurs, hein, les gens là-bas qui décident de disparaître, et en fait, c'est totalement admis par tout le monde. On ne recherche pas les personnes disparues. Mais tout à fait. Sauf que ce qui est paradoxal, c'est que vous avez raison. Ils auraient pu très bien nous dire elle a pu disparaître volontairement, sauf qu'eux-mêmes, ils ont tout de suite éliminé cette piste. Donc on vous raconte cette histoire de typhon qui est fausse. Donc il y a une autre hypothèse qui est possible. L'autre hypothèse, c'est la crise d'épilepsie, parce qu'elle souffrait d'épilepsie. Et donc là, il va y avoir une enquête qui va être faite dans les pharmacies, c'est ça? Alors non, en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Donc nous, on essaye de médiatiser au Japon. Donc si vous voulez, à partir de là, la police, parce que dans un premier temps, la police est claire. On arrive, ils nous reçoivent, ils disent Tiphaine est tombé dans la rivière, voici sa valise, vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est terminé. C'est ce qui s'est passé. Donc nous, on a essayé de médiatiser au Japon pour justement les contraindre à faire. Et c'est avec l'ambassadeur ensuite. Parce qu'en fait, c'est pareil, on s'est retrouvés, si vous voulez, dans une posture que n'ont pas les familles habituellement. On s'est retrouvés au cœur de l'enquête pendant pratiquement 1 an. Moi, j'ai fait 5 déplacements.
Donc c'est avec l'ambassadeur, nous faisions des demandes. Effectivement, vous avez raison, une demande a été faite par l'ambassadeur pour savoir s'il y avait eu des produits qui avaient pu être achetés en pharmacie. Si jamais Tiffen était lié à l'épilepsie, effectivement. Effectivement, lié à l'épilepsie. Ouais. C'est aussi le problème, c'est que les Japonais, lors des réunions, ils vous disent jamais vraiment non ou oui. Donc c'est pour ça que, enfin, 3 ans après, on demande à ce qu'une enquête soit ouverte au Japon. Donc pour l'instant, vous ne savez pas s'il y a des produits liés à l'épilepsie qui ont été achetés ou pas? On sait Vous n'avez pas pas du tout. d'infos là-dessus? Aucune information. L'autre hypothèse qui était évoquée dans le reportage, c'était ces fameux faux guides qui seraient dans la région. Qu'est-ce que vous savez de ces faux guides globalement? Ils font quoi? Ils font des rapts? Ils enlèvent les gens? Ils font quoi? Alors on ne sait pas grand-chose. En fait, très rapidement, lorsqu'on est arrivé, on nous a expliqué que le Japon était le plus sûr du monde et que Tiffen avait eu un accident. Donc nous, si vous voulez, on s'est dit, peut-être. Est-ce que c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on entend souvent, hein, cet adage, le Japon est le pays le plus sûr du monde. Sauf que c'est pareil, rapidement, durant notre année, on a découvert en fait qu'il y avait plein de faits divers. Et notamment, un site que Tiffen voulait visiter, qui est peut-être à un quart d'heure de son hôtel, où il y a un panneau qui indique « Attention, vous avez un homme qui se fait passer pour un faux guide et donc qui a déjà agressé des touristes ». Sauf que vous avez raison, c'est qu'on a fait des demandes, d'abord par notre avocat, puisqu'il y avait eu une commission rogatoire internationale qui avait été demandée maintenant il y a 2 ans. Avec notre nouvel avocat, une nouvelle va être demandée, mais vous avez raison, pour demander qui est ce faux guide, qui a-t-il agressé, enfin... En fait, c'est une personne. C'est un faux guide. Mais ou c'est plusieurs personnes? Mais non, mais vous avez raison, il semblerait. Sauf qu'une fois de plus, on n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une enquête soit menée. Mais après quasiment 4 ans, en fait, tout ça n'est toujours pas éclairci. Non. Honnêtement, ça paraît dingue. Oui, parce qu'au Japon, vous l'avez dit, il y a 2 phénomènes. Déjà, il y a le phénomène des évaporés qui fait qu'ils ne cherchent pas. Et vous avez un autre phénomène, on a mis du temps à comprendre, hein, parce qu'il a fallu s'entourer d'avocats, que ce soit au Japon, c'est que il est très rare que des enquêtes criminelles soient ouvertes. Donc dans le cas de Tiffen, c'est pour ça que des gens n'ont pas été interrogés. C'est pour ça que l'opérateur téléphonique, parce que Tiffen est parti avec son téléphone. Normalement, c'est l'élément central, hein, le téléphone, quand vous disparaissez. A priori, c'est la première réaction. Voilà. Effectivement. Sauf que comme il n'y a pas eu d'enquête criminelle, il n'y a pas eu de réquisition auprès des opérateurs. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est grâce à vous que le téléphone, qu'on a pu avoir quelques informations, vous êtes mobilisé. Oui, alors nous, on s'est entouré de spécialistes. Hein. Ouais. D'ailleurs, on remercie Xavier Nux qu'on avait sollicité par Twitter et qui avait répondu à nos demandes. Nous, on a essayé pendant... c'est patron de Free. Hein, tout à fait, pardon. Voilà. Tiffen était chez Free, pardon, exactement. Vous avez raison. C'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Vous avez raison, pardon. Voilà. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui vous a aidé, en fait. Qui nous a aidés. Qui vous a ouvert des portes pour arriver à savoir ce qui était arrivé au téléphone de Tiffen. En tout cas, pour essayer d'avancer. Le plus parce possible. que malheureusement, l'opérateur japonais, c'est lui qui a ces données-là. Donc c'est à lui de les... Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert sur le téléphone? Alors, il y a eu 2 choses. C'est que, en fait, c'est pas vraiment le téléphone. En fait, c'est plutôt le compte Google Maps, qui est une application donc liée à son smartphone. Comme Tiffen avait beaucoup délégué en partant à notre mère, c'est tout ce qui était administratif, nous avions accès à son adresse mail. Donc on a pu retracer, si vous voulez, grâce à Google Maps, hein, qui indique les déplacements, jusqu'à quelle heure en fait elle était dans l'hôtel. Et là aussi, ça avait été un choc, puisqu'en fait les témoins expliquent qu'elle est partie avant 10 h et le téléphone montre qu'elle est dans son hôtel, enfin le Google Maps, pardon, qu'elle est jusque dans son hôtel à 11h40. Son téléphone y est. Son téléphone, après, grâce à des amis qui ont travaillé, grâce à des ingénieurs, on voit tout de même qu'elle navigue. On arrive à retrouver son historique de navigation. Donc on a l'impression qu'elle n'a pas l'air d'être sous la contrainte jusqu'à 11h40. Vous avez aussi découvert, je crois, que le téléphone a été arrêté brutalement. Il semblerait. C'est pour ça qu'on a besoin d'en savoir plus. Ça a été aussi grâce donc, à Free qu'on a pu avancer. Le soir, donc, elle a disparu. Enfin, elle a été vue au petit déjeuner le dimanche matin. En fin de journée, elle n'a pas reçu un SMS. Ou alors... en gros, cela signifie probablement que son téléphone est donc hors couverture. Ce qui permet de savoir qu'il a été cassé volontairement, c'est qu'en fait, il y a eu un message, désolé, c'est assez complexe, il y a eu un message qui a été envoyé auprès de l'opérateur, ça s'appelle un message de détachement. Ces messages sont envoyés quand le téléphone ne s'arrête pas de manière régulière. Quand votre batterie se C'est automatique, en fait. C'est un message automatique qui est envoyé à l'opérateur. Il y a en fait, au bout d'un moment, l'opérateur cherche ses... C'est automatique, en fait, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui envoie le message, c'était pour préciser. Oui, pardon, vous avez raison, c'est vraiment lié au réseau de l'opérateur. Pardon, c'est vrai que c'est complexe et j'essaye de... Donc ça veut dire que le téléphone s'est pas arrêté de façon normale? À 20 h, il était cassé et il s'est arrêté de manière anormale. C'est ce qu'on peut dire de manière précise. Il y a une hypothèse qui peut être faite aussi, et je pense bien évidemment que vous y avez pensé, c'est l'hypothèse du suicide. C'est imaginer que votre sœur s'est suicidée. On a pensé à toutes les hypothèses, bien sûr, ainsi que les policiers français et japonais. Et cette hypothèse, aujourd'hui, vous l'avez écartée? Oui, tout de suite. Mais ce qui était important, c'est que les polices le fassent. Et c'est ce qu'elles ont fait tout de suite. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est écartée, cette hypothèse? Il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, elle voyageait avec nous par message. C'était la première étape de son voyage. Elle nous a envoyé ses photos. Elle était radieuse. On la voit sur les caméras de surveillance.
C'était son rêve de faire enfin un tour du Japon. Donc elle était dans des... elle était vraiment contente d'être arrivée. On ne peut pas imaginer un coup de déprime, un coup de blues. Ça lui ressemble ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non. Et puis elle avait tellement bien organisé, d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir tous les documents de son voyage. Hein. Elle avait booké tous ses hôtels. Enfin, il y avait une vraie communion avec nous pour son voyage. Donc cette hypothèse, elle est mise à l'écart. Oui, mais par les deux polices aussi tout de suite. Hein. L'accident s'est mis à l'écart aussi? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Donc oui. Pas de suicide, pas d'accident. Donc il reste quoi? Un enlèvement? C'est possible. C'est tout à fait possible. On sait qu'il y a eu beaucoup de... Alors, vous l'avez très bien dit hein, dans le sujet, on voit qu'il y a des touristes qui se sont fait agresser fin 2020, juste à côté de l'hôtel de Tiphaine. Donc on voit déjà que ça existe. Il y a d'autres faits divers. Il y a eu des corps démembrés qui ont été retrouvés. Il y a eu des têtes retrouvées sur des voies ferrées autour de Nikko. Enfin, il y a vraiment beaucoup de faits divers. C'est aussi pour ça que Jean-François Abgral, lorsqu'il a été contacté par Antoine Vey, notre avocat, a aussi accepté de reprendre le dossier. Mais ce serait un enlèvement pourquoi faire? C'est pas pour demander des rançons? C'est plutôt pour des agressions, c'est ça? Il y a beaucoup d'agressions de femmes au Japon, donc on espère malheureusement que ce n'est pas le cas. Il y a des histoires célèbres, hein, comme l'affaire Lucy Blackman, où des Européennes se font kidnapper ou agresser. Ouais. Mais Damien, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous pensez que Tiphaine est morte? Malheureusement, par rapport aux faits divers qu'on a pu voir, nous on essaye de ne pas réfléchir, on est dans le combat, mais effectivement c'est possible, oui, bien sûr. C'est possible. Alors je vais vous la poser autrement. Est-ce que vous pensez que Tiphaine est peut-être vivante? On garde espoir. On garde espoir, sauf qu'évidemment, si on se dit qu'elle est en vie, c'est aussi horrible d'imaginer qu'elle peut vivre. Bah oui, une séquestration, forcément, si vous êtes retenu, c'est pas pour, c'est forcément par des gens malveillants qui font des agissements terribles. Ouais. Alors, en attente de réponse, hein, vous vous heurtez très vite, vous l'avez dit, un mur, c'est la communication avec la police japonaise qui est compliquée. Et la coordination avec la police française, entre les deux polices, est quasiment inexistant. Vous vous rendez à l'évidence, vous décidez de faire des recherches de votre côté, vous voyagez 5 fois au Japon, vous nous l'avez dit, vous organisez des battues, vous faites appel à un enquêteur privé, à un avocat, et cela fait maintenant 4 ans que votre affaire a disparu. Et votre affaire est donc remontée au plus haut sommet de l'État, puisque cet été, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé à faire avancer le dossier. Plus de 3 ans après la disparition de Tiphaine, l'enquête est au point mort. La coordination entre la police japonaise et les policiers français est compliquée. Et la famille se sent impuissante. Au Japon, la piste accidentelle reste privilégiée. Selon les enquêteurs, un typhon et une crue importante auraient fait chuter Tiphaine dans la rivière. Une piste à laquelle ne croit pas la famille. Selon eux, les recherches n'ont pas été assez poussées. Par exemple, toutes les images de vidéosurveillance n'ont pas été passées au crible. Et le bornage du téléphone de la jeune femme n'a pas été étudié. Bien décidés à obtenir des réponses, les proches de Tiphaine requièrent l'aide d'un opérateur téléphonique. Et il établit que son portable n'a pas été éteint de manière habituelle. Il aurait été coupé de façon violente. La batterie a été arrachée ou le téléphone brisé. Après avoir recueilli plusieurs éléments, la famille s'entoure alors d'un nouvel avocat et d'un détective privé. Une expertise hydrologique est demandée sur place. Et le résultat balaye la piste accidentelle. Le dimanche où Tiphaine a disparu, le typhon était en effet terminé et la rivière était redescendue. Impossible donc que la jeune femme ait été emportée par le courant. De nombreuses incohérences apparaissent alors dans le dossier. Et les proches de Tiphaine ne comptent pas baisser les bras. Dans leur combat, ils ont reçu de nombreux soutiens. En visite au Japon, à l'occasion des derniers Jeux Olympiques, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est d'ailleurs engagé à faire en sorte que l'enquête avance. En parallèle, la famille a dressé une nouvelle commission rogatoire internationale au Japon. Ils espèrent encore comprendre ce qui est arrivé à Tiphaine. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Damien Véron, le frère de Tiphaine, pour faire le point sur cette enquête. Il y a Emmanuel Macron qui s'en est saisi, on l'a dit, c'est ce qui nous a donné l'occasion de revenir sur ce dossier. Quand il est allé au Japon pour les Jeux Olympiques, il a voulu parler de ce dossier. Comment vous avez réussi déjà à convaincre le président de la République d'en parler ?
Alors déjà, pratiquement 2 ans auparavant, notre sœur avait interpellé Emmanuel Macron à l'Élysée. Et depuis, on sait qu'Emmanuel Macron est impliqué dans le dossier. Là, pour ce qui est des Jeux Olympiques, c'est notre avocat, Maître Antoine Wey, qui a adressé un courrier à Emmanuel Macron à l'Élysée pour lui dire qu'il fallait évoquer le dossier de Tiphaine, ce qu'il a fait pour lui dire d'ouvrir enfin des investigations. Alors c'est important en fait, c'est pas un détail que le président de la République en parle, parce que je crois que déjà la première fois quand vous aviez écrit au président, ça avait fait bouger les choses au Japon. Oui, ça fait bouger les choses, mais pas suffisamment. Oui, mais enfin, ouais. plus que s'il se passait rien, en tout cas. C'est-à-dire que les Japonais sont pas très contents, enfin c'est un peu leur honneur qui est remis en cause quand ça remonte à un président de la République étranger. C'est un peu ça. Oui, vous avez raison, effectivement. Sauf que le pouvoir policier est décentralisé au Japon, ce qui fait que vous avez beau, à l'époque c'était Shinzo Abe, le Premier ministre appelle la préfecture, qui est la préfecture de Tochigi, qui inclut Nikko, et forcément, enfin, vous n'avez pas forcément des réactions... Il n'y a pas de la police de la préfecture de Tochigi, où a disparu Tiphaine, n'a pas forcément de compte à rendre. Donc ils ont beau vous dire on fait les choses, il n'y a pas non plus une possibilité de contrôle. On comprend à quel point c'est dur au Japon, mais je suppose qu'en France, il y a une procédure qui est ouverte. Donc au moins en France, ça devrait avancer. Il y a eu effectivement, très rapidement, en 2 mois après la disparition de Tiphaine, une instruction. Et est-ce qu'elle avance ? Elle a avancé autant qu'elle pouvait en France. Puisqu'une fois que vous avez fait un maximum de travail en France, notamment les policiers français ont pu obtenir les données de téléphone, mais seulement sur le territoire français. Donc une fois que vous avez la colonne géolocalisation, si vous voulez, il faut que ça soit fait au Japon. Donc ils ont fait un maximum de choses, sauf que ça se passe au Japon. Une commission rogatoire internationale d'ailleurs a été envoyée, elle vient d'arriver au Japon là. Juste là, elle vient d'arriver là. 3 ans et demi après. Alors il y en avait une première qui avait été faite, ouais. Celle-ci, celle faite par Antoine Wey. Il est ici évidemment, quand vous avez un avocat comme Maître Antoine Wey, c'est vraiment des avocats brillants, et le but c'était de l'encadrer le mieux possible pour que cette fois, ils y répondent, et ils ne s'y dérobent pas, qu'ils y répondent vraiment. Mais il n'y a pas de communication entre les deux autrement ? Enfin, c'était la France, les enquêteurs français, les enquêteurs japonais, il n'y a pas de vrai contact entre eux. Mais là, vous soulignez un point vraiment important, parce que ça a bien été le problème. Malgré le canal Interpol, la police japonaise n'a pas voulu parler à la police française. Donc c'est pour ça qu'on Ils ne veulent pas leur parler. Ils ne voulaient pas, ou en tout cas, ils consultaient le canal, mais sans forcément répondre aux questions qui étaient envoyées. C'est pour ça que pendant 1 an, on s'est retrouvés, à notre insu, parce qu'on n'est pas enquêteur, à devoir, lors de réunions avec l'ambassadeur de France, à Nikko, assurer ce lien et essayer d'essayer d'obtenir un maximum d'informations pour le communiquer à la justice française. Maître Florence Rowe, vous connaissez le Japon et je crois qu'en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre la mentalité japonaise, qui est vraiment très... Enfin, j'y reviens beaucoup, mais je crois que c'est presque le nœud du problème aujourd'hui, c'est la mentalité japonaise qui n'est pas la nôtre, pas du tout. Vous avez parlé de choc de culture. Effectivement, c'est ça. On n'a pas du tout déjà la même législation. Ensuite, on n'a pas du tout un Japonais, un Français. Ce sont 2 êtres radicalement opposés. Ils ne vont jamais reconnaître l'erreur. Pour eux, reconnaître l'erreur, ça équivaut à être tellement humiliés qu'ils sont capables de se tuer pour ça. Donc, vous voyez, ça n'a aucune commune mesure avec ce que l'on connaît. Mais je parlais tout à l'heure d'un problème de fierté. Est-ce qu'il y a aussi une fierté des Japonais de dire on n'a pas envie qu'on dise en France qu'une Française est morte au Japon et a été tuée au Japon. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça derrière cette volonté de freiner l'enquête. C'est probable aussi. Alors je pense que leur culture et leur mentalité emportent le tout, mais qu'en plus, ils ne veulent pas se déconsidérer aux yeux du monde, et que ce soit une Française ou n'importe qui d'autre qui ne soit pas japonais. Un étranger qui vient chez eux, ils ont quand même un sens de l'hospitalité qui est très développé. Vous imaginez pour eux ce que ça veut dire. C'est trop humiliant. Je pense que les Français que nous sommes, nous ne pouvons pas envisager ce que veut dire et ce que recouvre l'humiliation. Pour un Japonais, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et donc non, ils n'ont probablement en plus pas envie que l'on puisse considérer qu'on est en danger au Japon, alors que le Japon est en effet considéré comme un des pays les plus sûrs du monde, et que à chaque fois que j'y suis allée, par exemple, je n'ai jamais senti le moindre sentiment d'insécurité, et que je n'ai trouvé que des gens adorables qui, même en ne parlant pas ma langue et moi pas la leur, ont su m'être très serviables. Donc voilà, après... Comme on n'a pas d'éléments, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, et qu'en plus, il y a la différence de langue qui est terrible, ils ne parlent rien d'autre que le japonais, les Japonais. Il faut le savoir, ils ne parlent même pas anglais. Donc c'est difficile. Il faudrait avoir
mais vous l'avez peut-être, quelqu'un qui connaisse le droit japonais, qui parle le japonais aussi bien que le français. Et qui connaisse la culture aussi. Et qui connaissent la culture. Alors, il y a des binationaux qui sont formidables. Moi, je sais que j'avais rencontré un guide qui était français par un des parents, japonais par l'autre. Il parlait aussi bien l'une que l'autre langue. Il connaissait aussi bien les deux cultures l'une que l'autre. Et donc, avec des gens comme ça, on arrive à avancer et à comprendre des choses. Sinon, vous arrivez dans l'inconnu et c'est insondable. Insondable. Damien, on en est où là? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez finalement ce retour de la part des autorités japonaises, c'est ça? Oui, tout à fait. L'objectif, ça va être effectivement qu'ils y répondent cette fois. On a demandé des éléments concrets, que les suspects soient interrogés, que même les gens qui étaient au sein de l'hôtel, puisque Tiffen, on sait qu'il y a l'hôtel. Parce qu'ils n'avaient pas été interrogés, ces gens-là. Ils n'ont pas été auditionnés. Enfin, il y a eu des bouts d'audition, mais qui ne sont pas suffisantes pour que le juge d'instruction puisse comprendre et être capable de faire des liens. Dernière question, comment vit votre famille en fait depuis 3 ans et demi? Je pense que pour notre mère c'est terrible, parce que ne pas savoir, d'ailleurs c'est la question que vous me posiez pour moi, c'est-à-dire vous imaginez ce que ça représente une séquestration. Pour elle, elle imagine que Tiffen n'est plus là, que Tiffen est quelque part séquestré. Il y a plein de scénarios possibles qui sont qu'elle peut imaginer dans son esprit. Donc il y a beaucoup de familles qui explosent, d'autres qui se resserrent dans ces moments-là. C'est comment chez vous? Nous, vraiment, avec ma sœur Sybille, on a vraiment, et puis entouré de notre mère, on a vraiment formé un noyau dur. On s'est entouré d'énormément de gens pour nous aider, que ce soit au Japon, puisque la communauté française nous a beaucoup aidés. Les interprètes, on a plein d'amis japonais, donc on a cette chance, ce qui nous a permis de décrypter justement aussi la culture japonaise. Parce que parfois, c'est sûr c'est ce que vous évoquiez, entre incivilité et criminalité, on voit qu'il y a 2 mondes d'écart. Oui, c'est un pays avec un sens du civisme exceptionnel. Malheureusement, vous avez aussi beaucoup de faits divers. Merci beaucoup, Damien, en tout cas d'être venu. Et comme on le fait depuis très longtemps, depuis 3 ans et demi, on va continuer de suivre cette affaire. Merci d'avoir été avec nous.